Agtaher Azul. Azul. Nous revoilà pour notre point, bon, on va dire hebdomadaire, mais en réalité, ça fait maintenant pour la deuxième fois qu'il n'est pas hebdomadaire. Mais bon, bien sûr, il y a des raisons pour ça. C'est la situation qui l'exige. En tout cas, pour notre rendez-vous, pour faire le point régulier sur la situation dans l'Azawad. Donc, comme d'habitude, la première question, c'est, voilà, peux-tu nous faire un point sur la situation dans l'Azawad aujourd'hui? Merci bien. Nous tenons d'abord, encore une fois, à nous excuser auprès de tous ces nombreuses personnes, tous ces nombreux militants de l'Azawad, de Tamazra, qui attendent chaque fois notre point hebdomadaire pour s'informer de la situation de l'Azawad. Notre absence, encore une fois, se justifie par une série de voyages et de déplacements que nous avons effectués à travers l'Europe. Parce que ce qu'il faut rappeler aux Azawadiens, aux Amazirs, aux amis du peuple Touareg, du peuple de l'Azawad, c'est que nous avons franchi une étape. Cette étape exige de nous désormais qu'au-delà de notre engagement militant, nous devrons nous mettre au service d'un nouvel État, l'État de l'Azawad. Et ce service exige de nous d'aller vers tout le monde, autant vers les peuples qu'envers les États, pour expliquer davantage le projet politique du MNLA, expliquer le programme aujourd'hui qui est en train de s'exécuter dans l'Azawad et aussi expliquer les perspectives d'avenir que le projet politique du MNLA propose au peuple de l'Azawad. Ce travail a effectivement perturbé notre emploi du temps habituel parce que du stade des mouvements en combat, on se retrouve au stade d'un État en construction. Donc voilà ce qui explique notre retard, mais on va se rattraper. Les nouvelles de l'Azawad sont très bonnes. Nous sommes en marche, nous avançons, lentement mais sûrement. Nous avons lancé la grosse initiative courageuse du peuple de l'Azawad dans la création de la coordination nationale de la société civile. Cette étape est franchie, elle est réussie. La coordination a désormais un président, des membres du bureau chargés de mettre en œuvre une vraie organisation de la société civile de l'Azawad. Cette institution aura une mission d'accompagnement du MNLA dans le cadre de l'aboutissement du projet que nous proposons au peuple de l'Azawad. Après cette coordination, le Congrès, le Mouvement national de libération de l'Azawad a institué le Congrès et les activités de ce Congrès se sont tenues durant 3 jours et sont parvenues aux conclusions que nous avons déjà diffusées et autour desquelles nous avons déjà communiqué. Par rapport à ce congrès, on s'attendait, l'opinion s'attendait à l'issue de ces travaux, s'attendait à la nomination d'un gouvernement de l'État pour l'État de l'Azawad, qui va bien sûr prendre en charge la gestion des affaires quotidiennes, des affaires de l'État de l'Azawad. Jusque-là, me semble-t-il, nous n'avons pas encore cette annonce. On ne nous a pas annoncé ce gouvernement. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? La raison de ce retard dans la proclamation du gouvernement de l'Azawad est due au fait que le MNLA ne compte pas entreprendre des actions basées sur une aventure quelconque. Nous tenons à ce que la structure qui sera mise en place pour parler au nom de l'Azawad soit issue de la volonté populaire de l'Azawad. Que l'ensemble des forces vives de l'Azawad, tant les composantes communautaires que les personnalités politiques et la jeunesse de l'Azawad, nous tenons que
à ce que tout le monde soit investi dans la concrétisation de cet organe, dans sa mise en place, pour qu'il soit vraiment le plus légitime possible. Le Congrès n'a pas permis de proclamer le gouvernement ou le Conseil national, parce que nous tenons à dire qu'il y a ces deux options. Et le choix entre ces deux options n'était pas fait pendant les 3 jours du Congrès. Ensuite, et la coordination nationale de la société civile de l'Azawad et le comité exécutif du MNLA ont décidé en commun accord avec l'ensemble de la population de l'Azawad de mener une série de missions juste au lendemain du Congrès à Timbuktu, à Kidal, en plus de Gao déjà où nous avons fait un sérieux travail avec la population pour aller informer toute la population des décisions qu'on est en train de préparer à prendre, du projet politique bien sûr, et aussi recueillir leurs propositions, parce que toute la population de l'Azawad ne pouvait pas être présente au Congrès. Sans oublier qu'il y a une bonne partie de notre population qui est nomade. Nous avons une bonne partie de nos notables qui sont âgés. Nous avons une bonne partie de notre population qui est réfugiée. Nous nous sommes rendus compte que prendre une décision aussi importante pour l'Azawad mérite que l'ensemble de ces sensibilités soient informées, sensibilisées et qu'elles aient l'occasion de donner leur point de vue. Voilà ce qui explique le retard. Ce retard ne peut absolument pas signifier une quelconque incapacité de la part du MNLA. Essayer de prouver le contraire serait faux. Du 17 janvier à maintenant, nous avons prouvé que notre détermination, elle est irréversible. Lorsque nous avons libéré le territoire de l'Azawad, nous avons proclamé l'indépendance de l'État de l'Azawad. Et nous avons dit qu'à partir du moment où nous avons proclamé cet État, nous allons l'accompagner à grandir. Nous allons mettre tout en œuvre pour que cet État soit reconnu. Et ce travail de reconnaissance, au-delà de l'Azawad, est en train de se faire aussi au niveau international. On revient toujours au Congrès. Tu nous as dit qu'il y a eu le Congrès, ça s'est bien passé et tout. Est-ce que ce Congrès, c'est juste une réunion de quelques représentants de MNLA et de ses combattants, ou c'est vraiment un Congrès où est réunie la population de l'Azawad avec toutes ses composantes et ses représentants? Avant qu'on ne puisse faire notre point de ce soir, le MNLA a déjà fait une série de publications, tant des publications vidéo que des publications photos, aussi des rapports, des comptes rendus écrits et officiels ont été faits par le MNLA. Ce congrès a réuni pendant les 3 jours déjà plusieurs centaines de membres et d'adhérents du MNLA. À ceux-ci se sont joints l'ensemble des représentations traditionnelles des villages, des fractions, des communes de l'Azawad, de Gao à Timbuktu, en passant par Bourem, en passant par Bamba, Ber, Gourmararous, Gundam, jusque dans le Gourma, jusqu'à Gossi, jusqu'à la frontière du Burkina, jusqu'à Kidal, Tessalit, Adjelhok, sont toutes les communes, les villages, les fractions, les représentations traditionnelles, les notabilités, les personnalités politiques de notre pays ont été présentes ou se sont fait représenter. Le congrès du MNLA a été un congrès historique dans l'histoire de l'Azawad. Pour la première fois, depuis 1960, l'ensemble des Azawadiens, sans exclusive, qu'ils soient Touareg, Peul, Songhay, Mor, se sont retrouvés pour discuter de leurs problèmes, pour proposer des solutions et envisager ensemble l'avenir, sans être sous la pression d'un État dominateur, d'un État qui dicte les décisions et qui fait exécuter au peuple sa volonté. Nous sommes sortis de cela. Et
nous avons réussi ce congrès, mais nous continuons à travailler dur pour réussir tout le reste de la mission qui nous reste encore à accomplir. Pour continuer justement sur les informations qui nous parviennent, alors c'est vrai qu'il y a eu des écrits notamment du MNLA, des vidéos aussi, mais on a l'impression qu'en France notamment, la presse et les médias d'une manière générale continuent un petit peu à s'acharner. On a l'impression vraiment d'un acharnement, ou en tout cas à diffuser une certaine information, une forme de désinformation d'ailleurs par rapport à ce qui s'y passe aujourd'hui dans l'Azawad. On a parfois lu, entendu des choses sur des présences simultanées de différents groupes, Ansardine, FNLA, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui par rapport à ça? L'hostilité de la presse étrangère à notre égard n'est pas nouvelle. C'est pas le meilleur secteur qui nous a exprimé son amitié, la presse étrangère, la presse internationale, les médias étrangers, notamment les médias français. Déjà en janvier, ils ont lancé la première propagande pour essayer de nous assimiler à des mercenaires, ensuite à des terroristes, ensuite à des organisateurs de génocide, j'en passe. Les lacunes de cette presse, c'est que, à défaut d'aller sur le terrain, elle essaye depuis Paris de faire des reportages, de recueillir des témoignages par téléphone et d'informer l'opinion française et l'opinion européenne. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut couvrir des événements liés à une guerre. Nous ne sommes pas le premier théâtre de conflit où il y a eu des combats. Mais les journalistes se sont toujours donné la peine d'aller sur le terrain. Et s'ils ne peuvent pas aller sur le terrain, qu'ils se limitent à donner la parole aux deux parties. Aussi bien pour le MNLA que pour les autres qui sont ou qui expriment des mauvaises intentions à l'égard du MNLA. Nous disons simplement que le MNLA ne se laissera pas distraire. Le MNLA est clair avec sa conscience. Nous n'avons pas mené ce combat pour plaire à quelqu'un. Nous n'avons pas mené ce combat pour faire de la publicité sur les télévisions étrangères. Nous avons mené ce combat parce que le peuple de l'Azawad a dit qu'en 2012, on ne peut plus être traité comme des esclaves sur nos terres. Le MNLA s'est mis au service de cette doléance. Le MNLA continue à se mettre au service des besoins nés de l'indépendance. Ces besoins nés de l'indépendance sont énormes. Ils sont d'ordre sécuritaire, d'ordre économique et d'ordre politique. Sécuritaire parce que, au-delà du Mali, il y a des corps étrangers qui étaient là avant l'arrivée du MNLA. Ça, on va continuer à l'expliquer, à le dire. Les groupuscules islamistes, les terroristes, ne sont pas arrivés à Timbuktu ou dans la région de Gao ou de Kidal avec la libération de l'Azawad. Bien avant, pendant 5 ans, ces groupes ont été présents sur le territoire de l'Azawad. Les autorités de l'époque qui étaient chargées de sécuriser ce territoire, de le préserver contre ce genre de fléau, a tout simplement failli à sa mission. Nous n'allons pas répondre à la place d'un gouvernement ou d'un État qui n'existe plus déjà. Et encore moins de l'irresponsabilité de ces dirigeants qui ont expressément laissé cette situation de confusion se créer. Maintenant, s'il y a des caméras qui sont contentes de filmer des drapeaux noirs, on ne peut pas les empêcher. Mais le plus beau drapeau qui existe aujourd'hui dans l'Azawad, c'est le drapeau du MNLA. Il est le symbole, le signe de l'espoir. Ces couleurs représentent l'expression des attentes de la population. Ces couleurs représentent la volonté du peuple de l'Azawad. C'est ça le travail du MNLA aujourd'hui. Essayez de nous éparpiller,
de nous embarquer dans des conflits qui ne sont pas prioritaires aujourd'hui pour les populations de l'Azawad sera suicidaire. C'est pourquoi nous n'allons pas céder. La priorité aujourd'hui, c'est de rétablir le minimum vital pour les populations de l'Azawad en leur proposant une sécurité aussi bien des personnes que de leurs biens, en permettant l'ouverture des frontières avec les autres pays, notamment le Niger, l'Algérie, le Burkina, la Mauritanie, pour que le commerce, nos commerçants qui étaient la seule ressource qui ramenait des marchandises pour nos populations, que ces commerçants puissent aller, puissent continuer, et que les taxes de la corruption que le Mali leur imposait soient suspendues et qu'ils circulent librement. Il faut que la libre circulation des personnes et des biens, la libre circulation des marchandises, à travers les frontières de l'Azawad avec les autres pays, que cette libre circulation se réalise pour sortir de cet enclavement prémédité dans lequel on nous a mis. Ensuite, nous voulons que très vite, le peuple de l'Azawad participe aux institutions de notre État. Ça, c'est l'autre urgence. Donc, ensuite seulement, après, il y a cette problématique du terrorisme international, qui n'est pas une spécificité de l'Azawad et qui ne saurait aucunement être la mission du seul MNLA. Si la communauté internationale veut travailler avec le MNLA dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic et de l'éradication du terrorisme, il faut que ces États reconnaissent aujourd'hui le MNLA comme la seule autorité légitime sur le territoire de l'Azawad et l'État de l'Azawad comme un État légitimement demandé et légitimement acquis par le peuple de l'Azawad, donc une reconnaissance. À partir de ce moment, nous allons être comme tous les États du monde qui travaillent avec la communauté internationale sur les sujets communs. Nous n'allons pas faire de faux sujets. Nous n'allons pas faire des hors-sujets. Nous collaborerons dans le partenariat qui engage l'Azawad avec ses voisins ou avec la communauté internationale. Peut-être pour conclure, un mot également sur un rapport qui est publié récemment par une organisation internationale que Human Rights Watch, qui accuse de manière directe des membres du MNLA de crimes de guerre, de viols sur des enfants notamment, des petites filles. Voilà. Alors sans rentrer dans le commentaire, mais en tout cas voilà, il y a des choses graves qui sont dites dans ce rapport, rédigé par Corinne Dufka, il me semble. Qu'est-ce que vous dites à cela? Nous prenons l'ampleur et la gravité d'un tel rapport. Le MNLA ne sera jamais, l'Azawad ne sera jamais un État qui crée des bras de fer avec les institutions internationales, encore moins les organisations des droits de l'homme. Nous tenons à rassurer toutes les organisations des droits de l'homme que nous avons été les premiers à montrer notre bonne volonté, notre bonne foi pour travailler avec les organisations humanitaires, notamment les organisations des droits de l'homme. Au plus fort moment de la crise et des combats, c'est nous qui avons amené les CICR sur le terrain. C'est nous qui avons ouvert les camps où il y avait des prisonniers de guerre militaires maliens. Nous avons invité les CICR. Il est arrivé, il a contrôlé, il a rendu public des rapports dans lesquels il témoigne du traitement humain réservé aux prisonniers de guerre que le MNLA avait à son niveau. Nous sommes allés plus loin. À la même occasion, nous avons remis 3 prisonniers au CICR en signe de bonne foi sans rien attendre en contrepartie. Dernièrement, nous avons également
remis 29 prisonniers militaires maliens avec un officier supérieur de l'armée malienne à l'État malien, à la frontière entre nous et l'État malien. Donc, je pense qu'il ne sert à rien de diaboliser qui que ce soit. Les rapports de Human Rights Watch, d'ailleurs, dont nous avons parlé avec son responsable. Nous avons longuement discuté avec les responsables de cette organisation pour lui expliquer notre position et lui témoigner notre disponibilité à recevoir une enquête réelle, des enquêteurs de terrain, capables de vérifier les faits, capables de rencontrer toutes les parties, aussi bien celles qui accusent que celles qui sont accusées. Je me suis bien renseigné sur ces rapports. Je vous confirme que ces rapports ont été faits au téléphone. Tous les témoins, toutes les prétendues victimes ont été contactés par téléphone de Bamako, elle étant à Gao. Je dis que c'est pas pour nous. Au téléphone, on ne peut pas rendre un rapport incriminant tout un État et tout un mouvement qui a montré autant de preuves de bonne volonté. Mais quand on rend un rapport d'une organisation aussi majestueuse que Human Rights Watch, il faut le faire conformément aux règles de l'art. Nous n'avons rien à apprendre aux organisations internationales des droits de l'homme. Donc, nous pensons que ce rapport est à revoir, ou alors qu'on prenne le plus rapidement possible contact avec l'Azawad, avec les populations touareg notamment et arabes, qui sont victimes de plus que ce qu'on reproche là dans ces rapports, d'enfants soldats et tout ça. Il y a un génocide, des génocides, qui ont eu lieu de 1963 à 2012, pendant lesquels il n'y a pas eu moins de 2000 Touaregs morts qui ont été tués. Il y a eu des viols, des mariages forcés, organisés par l'armée malienne. Il y a autant de choses. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Nous avons fait un travail de fond que nous allons rendre à qui de droit. Et des rapports, on espère que des rapports seront aussi tirés de ce que nous venons de terminer comme travail. Autrement, nous encourageons toutes les organisations des droits de l'homme et les organisations humanitaires à œuvrer dans le sens du respect des droits de l'homme. Notre combat a été initié à la base parce que les droits de l'homme touareg, de l'homme azawadien ont été bafoués pendant plus de 52 ans. C'est à la recherche de nos droits qu'on est arrivé à la situation actuelle. Donc, nous sommes partisans de la démocratie, nous l'avons dit et redit, nous continuerons à le dire. De l'égalité des femmes et des hommes, de la libre expression des citoyens de l'Azawad, de l'avènement des libertés individuelles et collectives de chaque Azawadien et de chaque Azawadienne. On ne peut que s'inscrire en droite ligne des accords et traités relevant du droit international et garantissant les libertés et les droits de l'homme. Juste une question. Ces organisations internationales des droits de l'homme comme HRW, est-ce que le MNLA peut leur assurer la sécurité si jamais ils viennent dans l'Azawad pour faire leurs enquêtes? Nous avons, au plus dur moment des combats, nous avons assuré la sécurité des personnes étrangères, notamment des fonctionnaires occidentaux travaillant dans des organisations, notamment les CICR, les HCR, notamment des journalistes étrangers qu'on a sécurisés pendant qu'ils faisaient leur travail. Ce n'est pas pour une organisation comme Human Rights Watch qu'on ne va pas assister qu'on ne va pas témoigner notre disponibilité et assurer la sécurité qu'il faut pour faire un travail sérieux.
Donc leur argument qui dit qu'on n'a pas été à Gao pour faire notre enquête pour des raisons de sécurité était recevable, à ton avis? Non seulement il n'est pas recevable, il est d'autant plus irrécevable que dans tous les rapports, c'est des femmes, des jeunes d'une seule ethnie qu'on a interviewées, auxquelles on a posé des questions. On n'a posé des questions à aucune personne capable de dire non. Voilà l'élément là où ça ne va pas dans ces rapports. Ensuite, nous sommes quand même sidérés qu'en 2012, on réalise des enquêtes de droits de l'homme au téléphone. Je pense que ça ne passera dans aucun entendement, même au sein de la structure elle-même, parce que je suis sûr qu'elle est pilotée et dirigée par des hommes et des femmes, spécialistes du droit, spécialistes de l'importance des faits et des preuves. Les preuves en matière de droit doivent être des preuves palpables, doivent être des preuves justifiables et dont la source doit être citée et vérifiée. Donc c'est du droit. Ce n'est pas une enquête sociologique. Ce n'est pas un sondage d'opinion. Tanemet. Tanemet. Tanemet,